Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir, on va encore parler de football européen. Et alors, quel week-end on a eu. C'est pour ça qu'on a appelé ça week-end de foot. Quel jeu de mots fantastique. Franchement, je suis content de vous offrir un jeu de mots comme ça. Non, donc oui, effectivement, ce week-end, il y avait Bayern, il y avait Barça-Real, bien entendu, le derby de Rome, le derby d'Italie, Inter-Juve. Donc voilà, donc c'était un week-end vraiment de très très haut niveau, de très très haute facture. Il y avait des gros matchs dans tous les sens. Et puis en plus de ça, vendredi, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc on va revenir un petit peu dessus pour voir un petit peu comment ça s'est goupillé. Et ça s'est goupillé vraiment bizarrement. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. On va commencer tout de suite avec le week-end de foot. Je vous propose qu'on commence pas dans l'ordre du titre comme je l'ai écrit, mais par le Classico, hein, El Clasico. Le Barça Real, le deuxième du nom en moins de un mois. Il va y en avoir un troisième, ça va être le match retour de la Copa del Rey. Match aller que le Barça a gagné 1-0. Donc voilà, le Barça est donc sur 2 victoires d'affilée contre son grand rival du Real Madrid. Pourquoi ? Parce que hier ils ont gagné 2-1 avec un but de Sergio Roberto et un but de Franck Kessie contre un but contre son camp d'un défenseur du Barça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un match. On est très très loin des feux d'artifice footballistiques que pouvaient nous offrir les classicos dans les années 2010, lorsque les deux équipes étaient au summum de leur art avec deux joueurs complètement hors normes qui se répondaient, qui se rendaient coup pour coup sur le terrain. Donc là, maintenant, on est plutôt dans des matchs qui ont toujours une dimension historique, hein, parce que ça n'a pas changé. La rivalité entre le Barça et le Real et tout ce qu'elle porte de rivalité politique, idéologique, sportive, etc. Bien sûr, ça n'a pas changé. En revanche, c'est vrai que le niveau technique des matchs n'a strictement rien à voir. Moi, je me souviens que, je pense que vous le savez, je suis pas du tout un supporter du football espagnol. Hein. J'ai plutôt été frustré par le football espagnol dans les années 2010. Mais quand il y avait un classico, j'ai vu des matchs qui touchaient le sublime au niveau technique. Hein, parce que, ok, il y avait Messi, Ronaldo, mais en plus, il y avait toute une tripotée de joueurs de ultra haut niveau qui fait en sorte que, voilà, c'était extraordinaire. En l'occurrence, ce Barça-Real, là, c'est un match très tactique. Le Barça n'est plus du tout le Barça qu'on a pu connaître dans les années 2010. C'est un Barça ultra réaliste qui est très défensif. Hein. Il y a qu'à lire, à voir les deux buteurs hier. Hein. C'est donc Sergio Roberto qui est un défenseur remplaçant et Franck Kessie qui est un milieu de terrain défensif remplaçant qui marque. Donc c'est pas du tout l'attaque à tout crin, etc. avec les 3 stars de devant, enfin les 3 stars. Rafinha, Lewandowski et Dembélé, mais Dembélé est blessé donc il jouait pas hier. Mais c'est pas du tout des joueurs offensifs qui se dégagent dans ce match-là. Ça a été des milieux de terrain ou des défenseurs et ça a été un match vraiment vraiment pas terrible à regarder, avec un match qui est même avec un rythme qui était assez soporifique. Honnêtement, c'était pas un super match, mais il y a un truc qui était vraiment très très intéressant et très important pour la Liga, c'est que le Barça tout simplement a gagné le championnat, je pense. Je pense qu'on peut dire très clairement qu'avec cette victoire, le Barça a plus de 12 points d'avance, je crois, et donc je pense que c'est terminé, enfin à 12 points d'avance, donc je pense que c'est terminé, la Liga est définitivement aux mains du Barça. Ils ont croisé les derniers adversaires. Ils ont croisé les derniers adversaires compliqués là récemment en battant l'Athletic Bilbao, et c'était un match compliqué. Ils les ont battus quand même 1-0. Il me semble que c'est ça, 1-0. Et donc voilà, je pense que là maintenant ça va être tranquille. Après c'est vrai que si on regarde les 5 derniers matchs
du Barça. Le seul match qu'ils perdent sur ces 5 derniers matchs, hein, ils font 4 victoires, 1 défaite, c'est contre Almeria qui est lanterne rouge de Liga. Donc ça veut pas dire grand-chose, mais le truc, c'est que de l'autre côté, le Real est sur une série hallucinante de 5 matchs sans aucune victoire, et je crois que c'est 2 défaites, 3 matchs nuls, en Liga. Donc c'est assez fou. Ils sont vraiment dans le trou, le Real, un petit peu comme beaucoup d'équipes, de grandes équipes cette année, qui ont des trous complètement intersidéraux de temps en temps au milieu de la saison. Il y a une équipe qui est en train de... Enfin, on en parlera après, mais même dans le championnat italien, hein, on regarde l'Inter, Milan et l'Atalanta sont dans un trou aussi, pareil, aucune victoire, ou alors vraiment 2 victoires et 2 défaites, un match nul, enfin, en tous les cas, des moments compliqués. Puis il y a des équipes qui flambent en phase 2, donc voilà, il y a beaucoup de championnats où c'est comme ça. Bonsoir Forza Juve, bonsoir à tous. Quel dimanche soir pour moi, j'avais Marseille, le Real et la Juve en même temps. Bah voilà, écoute, heureusement que t'as 2 yeux et 2 oreilles, ça te permet de faire pas mal de choses en même temps. Donc oui, bah voilà, le Barça en tous les cas a tapé du poing sur la table. Je pense que là, ils peuvent enterrer définitivement le Real avec le match retour de Copa del Rey, mais je pense que le Real va être piqué au vif. C'est pas possible que ça continue comme ça et qu'il reste apathique comme ça. Donc je pense que le match retour, ils ont gagné que 1-0, hein, le Barça au match retour. Donc si ça se trouve, ça va être sportif le match retour de Copa del Rey, parce que je pense que c'est un petit peu l'honneur du Real qui est en jeu. Alors bien sûr, la Liga sera certainement aux mains du Barça, mais elle est toujours suspendue aux sanctions du Barça, hein, parce qu'il y a toujours cette histoire Negredo, là, c'est ce vice-président de la commission des arbitres qui a été payé plusieurs millions d'euros pendant des années, donc plusieurs millions d'euros au total pendant des années, on sait toujours pas trop quoi faire, donc en tous les cas ça va devant la justice civile, et devant la justice civile il va y avoir ils vont décider si ce qui a été trouvé par le procureur est suffisant pour réellement ouvrir une enquête et commencer à faire... Enfin, l'enquête est déjà faite, mais en tous les cas, commencer à lancer un procès et éventuellement sanctionner le Barça sportivement et peut-être financièrement, bien entendu. Le 0 pour Benzema de As, c'est dur, c'est clair. Après, c'est vrai que en regardant le match, en fait, à un moment donné, je crois que il y a quelqu'un qui prononce le nom de Benzema, et là je m'aperçois qu'il est sur le terrain en fait. À un moment, je pensais qu'il était blessé, que c'était quelqu'un d'autre qui jouait numéro 9, mais je ne savais pas qui c'était parce que je ne le voyais pas. donc en fait, c'est ça c'était assez impressionnant. C'est vrai que Benzema a fait un mauvais match, mais c'est pas lui qui a fait un mauvais match. C'est surtout le Real qui a fait un très mauvais match, et quand vous êtes un numéro 9 comme Benzema et qu'il n'y a pas un seul ballon qui vous parvient, vous faites pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose à faire. Et puis le Barça était très agressif, mais défensivement, je parle, hein, pas offensivement. Donc voilà. Bon, en tous les cas, pas un match qui rentre dans les annales, mais un match ultra décisif pour le championnat d'Espagne. Donc c'était important, intéressant à regarder, non. Je suis désolé, malheureusement, les classicos sont de plus en plus de bas niveau, quoi. Donc voilà. On part en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on part en Allemagne? Et un ancien Milanais qui était un flop pour le moment qui marque. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais, c'est peut-être le but du titre, d'ailleurs, de Franck Kessie. Hein. On sait pas. Il l'avait marqué aussi avec Milan, contre l'Atalanta. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on part en Allemagne. On part en Allemagne, pourquoi? Alors, pas d'un très très gros choc ce week-end, mais en revanche, un tournant du championnat. Pourquoi? Parce que le Bayern a perdu contre le Bayer Leverkusen, et effectivement, ça a relancé la Bundesliga. Pourquoi? Parce que dans le même temps, le Borussia Dortmund a gagné et a pris la tête de la Bundesliga pour 1 point devant le Bayern Munich. Donc match très important. Pourtant, le Bayer avait beaucoup d'absents, Abdou Diallo et comment il s'appelle l'attaquant là qui est super fort, français qui vient du Paris Saint-Germain. Bref, j'ai perdu son nom, je ne sais pas pourquoi. J'en parlais tout à l'heure, bon bref. En tous les cas, Diakabi? Non. Bref. Ah, Moussa Diaby. Voilà. Merci beaucoup, Forza Juve. Moussa Diaby. Donc les deux étaient absents. C'est quand même 2 joueurs qui sont très importants pour le Bayern. Et pour le Bayer, pardon.
De plus, c'est le Bayern qui ouvre le score hein, sur une frappe de Joshua Kimmich. Donc on se dit, bon, bah tous les voyants sont au vert. Et en fait, le Bayern s'endort un petit peu et se fait reprendre 2-1. Donc c'est vrai que c'est pas le match de l'année, hein, Bayern, hein, il n'y a pas vraiment on va dire, d'antagonisme entre les deux équipes. Et puis le Bayern est un petit peu loin au classement. Enfin, ils sont quand même dans la première partie de tableau, mais ils sont quand même un petit peu loin. Ils jouent pas la Ligue des Champions. Enfin, ils jouent pas la qualification pour la Ligue des Champions. Mais ils ont quand même gagné. Et ce Bayern est vraiment en dents de scie. C'est vraiment impressionnant. En fait, à chaque fois qu'on se dit c'est bon, ils sont lancés, mais en fait, à chaque fois, ils se font reprendre. Et c'est ce que je disais encore une fois pour, par exemple, le Real, là, avec ses 5 matchs d'affilée sans victoire en Liga. C'est-à-dire que des très gros clubs, cette année, et j'en parlais déjà les semaines précédentes, ont des trous assez incompréhensible. C'est assez bizarre ce qui se passe. C'est vraiment une saison particulière. La Coupe du Monde a vraiment cassé la machine, je sais pas, physique ou mentale des joueurs. Et c'est vrai que il y a comme ça des trous d'air très fréquents qu'on n'avait pas d'habitude chez les gros cylindrés. Donc on verra bien. Super boulot dans les commentaires, super boulot de Xavi Alonso depuis qu'il est à la tête de Leverkusen. Oui, c'est vrai, en tous les cas, super boulot. En tous les cas, il fait un bon boulot. Après, Leverkusen a quand même une bonne équipe. C'est dommage qu'il soit pas un petit peu classé plus haut, le Bayer Leverkusen. Attends, on va regarder. Bayer Leverkusen, où es-tu classé? Le Bayer Leverkusen, tu vois, 8e du championnat, 37 points. À 9 points de la 4e place. Oui et non, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de bien jouer. C'est un petit peu, en fait, le Bayer Leverkusen, si je dois la comparer à une équipe italienne, c'est un petit peu la Fiorentina du championnat d'Allemagne. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue très bien, tout le monde le dit, ils ont des super joueurs, etc. Mais le problème, c'est que, en fait, ils n'enchaînent pas les résultats. Ils ont très souvent un problème de régularité. Donc, ils sont capables de faire une performance, là, comme contre le Bayern hier, et puis, derrière, ils vont se taper, je sais pas, le Hertha Berlin, qui est relégable, et ils vont perdre contre le Hertha Berlin. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, il n'y a pas de continuité. En revanche, c'est vrai que quand leur équipe tourne bien, ça joue plutôt pas mal. Mais moi, j'ai un faible, hein, de toute façon, je suis d'accord avec toi, pour Xavi Alonso. Xavi Alonso, c'est la classe, quoi. Franchement, sur un banc, c'est vraiment la classe. Alors, c'était la classe sur le terrain, mais là, c'est la classe aussi en tant qu'entraîneur. Je sais pas si tu vois la prestance qu'il a. Moi, j'adore Xavi Alonso. Ça a toujours été un joueur, pour moi, c'est ça, être un milieu de terrain, c'est être un Xavi Alonso, un Xavi. Voilà, c'est ce type de joueur, les milieux de terrain. C'est pas les tripoteurs de ballon à la... Enfin bon, bref. Je pourrais citer des noms qui jouent en bleu ciel et en Angleterre, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc effectivement, le BVB s'est pas fait prier et a mis en plus une correction 6-1. Je crois qu'il a rencontré Bochum, il me semble. Donc voilà, donc c'est super affaire pour le Borussia. Et effectivement, c'est le Borussia Dortmund. Ils ont joué il me semble que c'est Bochum. Hein. Ouh. FC Cologne, rien à voir. Bochum, c'est Leipzig qui a perdu contre Bochum, oui, c'est encore pire. donc voilà. Leipzig, effectivement, si on prend le championnat d'Allemagne, Leipzig s'effondre hein, depuis le 7-0 là, donc ils perdent contre Bochum qui est relégable. C'est assez pitoyable. Et donc le Borussia qui met 6-1 à Cologne, record ever contre le FC Cologne. Donc voilà, ils prennent l'avance. Enfin, en tous les cas, ils prennent la tête du championnat d'Allemagne. Et ce qui est super excitant, moi, je trouve, sauf pour Kaiser Kope, bien sûr, mais sinon, ce qui est super excitant, c'est que le 1er avril, devinez ce qu'il y a, Der Klassiker, le classique de Bundesliga, bon, qui est un peu fabriqué, un peu comme le classique en championnat de France, hein. Il n'y a qu'un seul classico, il est en Espagne. Et puis, non, il y en a un deuxième, il est en Argentine, mais enfin voilà, il n'y en a pas 35. En l'occurrence, Bayern-Dortmund va être un match franchement super intéressant, parce que Dortmund, je pense, cette année, enfin, a la possibilité de les bousculer.
Donc voilà, c'est 10 jours avant le quart de finale aller du Bayern. Donc ça peut être un match très très intéressant et le Bayern peut être dans une période de sa saison où soit il gagne tout, soit il perd tout. Bon, le Bayern est habitué à cette situation, donc c'est pas comme si je m'inquiétais pour eux. Mais franchement, ça va vraiment être un super match, je pense. Donc voilà. Je reviens dans les commentaires. Oui, mais quand il les prend, ils sont pratiquement derniers, Xavi Alonso. Ah bah écoute, ouais, c'est pas faux. Ils ont éliminé Monaco en Europa League aussi, oui. Mais sans vouloir être, comment dirais-je, sarcastique, éliminer une équipe française pour l'instant en Coupe d'Europe, c'est pas encore un exploit. Donc on repassera peut-être dans 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, éliminer une équipe française, ce sera un exploit. Malheureusement, pour l'instant, et je suis vraiment, j'ai vraiment mal au cœur de dire ça, même si je supporte aucune équipe française, mais bon, je supporte le football français, on va dire. En fait, éliminer une équipe française en Coupe d'Europe, c'est une limite normale. C'est même limite plus facile qu'éliminer une équipe tchèque ou slovaque. Donc voilà, j'ai dit tchèque ou slovaque. Je sais que la Tchécoslovaquie n'existe plus. Donc voilà, tchèque ou slovaque. Donc voilà. Trop hâte, j'espère que les 22 sont présents avant la trêve pour ce classiqueur. Ouais, effectivement. Ce sera cool. Seront présents avec la trêve. Oui, effectivement, parce que là, on part dans 2 semaines de trêve internationale, avant de revenir pour, effectivement, le 1er avril, le week-end du 1er avril, la reprise des championnats, et puis ensuite la Ligue des Champions qui revient 10 jours après. Donc effectivement, c'est vraiment cool. Et on verra bien ce que ça va nous donner. On va partir, maintenant qu'on a fait un petit tour un peu d'horizon de la Bundesliga et de la lutte pour les 4 places, parce que c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué pour la 4e place, mais les 3 premières ont l'air quand même d'être clairement bien accrochées. Si on regarde Borussia Dortmund, Bayern, Union Berlin, je pense que ça va rester comme ça. Et puis après, Leipzig est en train de se battre avec Fribourg. Après, l'Eintracht Francfort est un petit peu lâché derrière à 6 points de la 4e place. Donc voilà, je sens que l'Union, là, qui a regagné, qui a traversé aussi un gros trou avec 4 matchs sans victoire avant de gagner là ce week-end. Voilà, ça peut rester comme ça. En tous les cas, le trio, ce sera Borussia Dortmund, Bayern, 1 ou 2, ça on sait pas, et FC Union. Et ensuite, le 4e sera certainement soit Fribourg, soit le Leipzig s'il s'effondre pas, parce que là, depuis le 7-0, là ils ont du mal, depuis le match de Ligue des Champions. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà. On va aller en Italie, parce qu'en Italie, il y avait 2 matchs très, très, très importants. Le plus chaud des derbys italiens. Le plus chaud des derbys italiens, le derby entre la Roma et la Lazio. Et pour la première fois depuis 14 ans, je crois, la Lazio a remporté les 2 derbys dans une même saison. Donc hier, la Lazio a encore gagné 1-0, but de Zaccagni. C'était un match très très mouvementé, un super match, un match de feu honnêtement. Après, avec les débordements d'un derby romain, c'est-à-dire que 3 cartons rouges finalement à la fin, beaucoup d'engagement, pas forcément des cartons rouges directs. Ibanez par exemple, c'est 2 cartons jaunes. C'est beaucoup d'engagement, quoi, en fait. C'est énormément d'engagement, et c'est aussi 2 équipes qui jouent, en tous les cas, la Lazio, une équipe qui joue plutôt bien au foot et qui défend très très bien, et l'AS Roma, une équipe qui donne vraiment tout, surtout dans ce genre de match. Donc franchement, c'était pas mal. Un petit tour dans les commentaires. Parlons de Rubentus, lol. Quel scandale, ça fait ça. Clash sec sur Twitter entre supporters juventines et Interistes depuis hier soir. Nous, 2 dans le match. Alors oui, les cartons rouges, tu veux dire, c'est ça? Ouais. Donc effectivement, ce derby de Rome a sacré un petit peu la Lazio empereur de Rome cette année, mais aussi pas empereur d'Italie, parce que bon, bien sûr, le Napoli est injouable, ils ont encore gagné 3-0 ce week-end contre le Toro, mais c'est surtout que ils ont réussi
à être tout seul deuxième et à profiter un petit peu des défaillances de l'Inter et du Milan, parce que donc l'Inter, on va en parler juste après, a perdu le derby contre la Juve, mais surtout le problème c'est qu'en fait les deux équipes, l'Inter et le Milan, sont vraiment à l'arrêt quoi en fait. Donc si on regarde, l'Inter est sur 2 victoires, 3 défaites, et le Milan, 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Donc Milan a quand même réussi à récupérer un point sur l'Inter pendant cette période un peu famélique de ces 5 derniers matchs là. Mais les deux équipes sont vraiment complètement à l'arrêt. L'AS Roma est sur 2 victoires, 3 défaites. Et l'Atalanta, ils sont carrément sur 3 défaites, un match nul, 1 victoire. Ils viennent de gagner là, ce week-end. Mais après, quand on regarde, Napoli, 4 victoires, 1 défaite. Et Lazio de Rome, 4 victoires, 1 match nul. Et la Juventus, 4 victoires, 1 défaite. Donc en gros, on a 3 équipes qui ont vraiment le vent dans le dos. Et j'intègre la Juventus parce que il va y avoir ces décisions de justice qui peuvent leur rendre les 15 points, mais peut-être leur en retirer plus derrière, on va voir, hein. C'est a priori le 25 mars, je crois, qu'il va y avoir la deuxième affaire, et peut-être que la première affaire va être déjugée d'ici la fin de saison, et donc les 15 points vont être rendus à la Juve. Si les 15 points sont rendus à la Juve, il faut savoir qu'ils se retrouvent deuxième du championnat, avec plus 15, 56, ils auraient 4 points d'avance sur la Lazio. Donc il serait à 56 points, tout seul deuxième du championnat. Donc la Juventus, et ça c'est important de le dire, la Juventus fait un très bon championnat. Ces derniers temps, là, on va dire que c'est 10-15 dernières journées, ils sont très très performants, vraiment. Donc ils seraient deuxième du championnat, tout seul, si effectivement on leur rend les 15 points. Effectivement, comme tu dis, alors dans les commentaires on dit, et si on prend les deux, on est en série B. Oui, probablement que, effectivement, si on regarde, c'est ça qui est assez fou avec la saison de la Juve. Si vous prenez effectivement les 20 points et que vous ne récupérez pas les 15 points, vous terminez à 21 points et vous êtes 17e de Serie A. Donc à 2 points du premier relégable. Donc je pense que même avec les 20 points en moins, vous ne serez pas relégué, à mon avis. Donc voilà, sauf si la sanction comprend une relégation directe administrative en série B, parce qu'il parlait de ça, série B, série C, peut-être même. Donc voilà, mais après on va voir, c'est la Juve, c'est un moteur du football italien. Je pense que ça va être compliqué, tout comme le Barça en Espagne, ça va être très compliqué de les sanctionner plus que ça, c'est-à-dire peut-être les sanctionner de beaucoup de points dans un championnat, ils iraient pas en Ligue des Champions l'année suivante, et puis voilà, puis c'est tout quoi. Ils feraient le dos rond pendant une saison ou deux, et puis ils reviendraient au sommet du football italien. Donc voilà, donc ça peut être ça. On verra, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que la Juve, même sans un jeu flamboyant, parce que c'est probablement de toutes les équipes de tête l'équipe qui joue, je trouve, le moins bien au football. En revanche, qui a les meilleures individualités, hein, je pense. Je pense que la Juve, encore cette année, a le meilleur effectif de Serie A. Je pense pas que, même si on regarde Napoli, hein, c'est pas à ce niveau-là. Donc voilà, en tous les cas, hier, ils ont tapé un gros point sur la table, hein. Bon, il y a eu bagarre à la fin, tout ça, mais ils sont allés gagner à l'Inter. Et ça faisait quand même un petit moment que c'était pas arrivé. Et je pense qu'aussi c'était important pour la Juve de montrer que même s'ils sont suspendus, etc., en fait ils sont quand même là quoi. C'est-à-dire qu'ils ne lâchent rien. Donc voilà, je pense qu'ils veulent montrer que sportivement ils ne doivent pas être sanctionnés en fait, en gros. On joue au foot en première nouvelle, on n'en peut plus d'Allegri. Ouais, c'est compliqué parce que vous avez un effectif incroyable, hein, franchement. Alors en défense, c'est pas génial, mais sinon, milieu de terrain, attaque, c'est quand même du haut niveau, quoi. Franchement, honnêtement, c'est vraiment fort, hein. Donc voilà, dans les cas, j'ai jamais aimé Chesney, mais je dois quand même avouer que c'est quand même plutôt un gardien acceptable. C'est pas du tout une pipe, hein. C'est plutôt
bon gardien, il fait partie des bons gardiens, il fait pas partie des top mondiaux pour moi, loin de là. Mais c'est plutôt un bon gardien. Je trouve que son jeu au pied est quand même relativement restrictif. Et puis après, sur sa ligne, il est pas mauvais, c'est vrai, mais son jeu aérien est pas fou, et son jeu au pied est pas fou. En revanche, son jeu aérien est toujours mieux que celui de Donnarumma. Mais en même temps, je parle du pire jeu aérien de tous les gardiens. Donc, donc je pense qu'effectivement, quand même, il est au-dessus. Donc voilà un petit peu. Mais la Juve a fait un très bon match, très solide. Un but de Philippe Kostic qui marque un but. Je trouve que la défense est assez naïve. Ils montent pas suffisamment sur lui, en fait. Je pense qu'ils s'attendent à un centre parce que Kostic, c'est une machine à centrer. Et puis, en fait, il centre pas. Il frappe, ça passe entre les jambes des deux défenseurs, je crois. Et puis petit filet opposé. Donc voilà. Et Chiesa ne sait même plus jouer 30 minutes, ça craint pour lui. Ouais, non, et quand vous avez un joueur comme Chiesa, honnêtement, je sais pas, je comprends au début qu'il arrive à, il le fasse jouer petit à petit, mais là maintenant ça y est, faut qu'il soit titulaire tout le temps, et je sais pas, faut jouer autour de lui, quoi. Il faut impérativement que ce soit je sais pas, la base de ton équipe, en fait. Tu peux pas jouer sans lui. C'est pas possible, quoi. Et là, en fait, il joue avec un seul attaquant, un milieu à 4 avec un soi-disant numéro 10, mais c'est saoulé, je veux dire, c'est pas un numéro 10, c'est un numéro 10, mais je veux dire, c'est pas, je sais même pas ce qu'il est, saoulé. Fagioli, Locatelli, Rabiot, donc 3 milieux défensifs. Il joue à 5 derrière avec 3 défenseurs centraux. Tu vas jouer le derby d'Italie avec, si on regarde bien, hein, Vlahovic tout seul, et avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 défenseurs, quoi. C'est pas possible. Après, ça marche. C'est ça qui est fou, quoi. C'est fou. Donc voilà. Chiesa, il est mort physiquement, il se blesse tout le temps. Forfait pour la sélection italienne. Bon, ouais, écoute, on verra bien. C'est vrai que entre Chiesa et Pogba, les blessés de la Juve cette saison, c'est très compliqué. Donc bref. Je lui souhaite en tous les cas de revenir parce que Chiesa, c'est un joueur un peu électrique, donc c'est vraiment cool. S'il pouvait revenir, ce serait vraiment bien. Donc voilà. Voilà. En tous les cas, voilà pour le Tour d'Europe, de tous ces matchs un petit peu fous. À venir, donc, Der Klassiker, un deuxième, donc, qui va un peu certainement décider du futur du championnat d'Allemagne. Un nouveau Classico, mais cette fois-ci en Coupe du Roi, pour définitivement peut-être enfoncer le Real, ou pour que le Real prenne un petit peu sa revanche et réussisse. C'est au Camp Nou, encore une fois, à prendre sa revanche lors du match retour de Copa del Rey. Rome qui est bleu ciel, hein, malheureusement, c'est comme ça. Et en plus, la Lazio qui est vraiment très loin devant. Et la Juve qui tape du poing sur la table et qui, si elle récupère ses points, peut devenir deuxième toute seule. Donc un week-end très très intéressant. Toi, le femme, t'as dû kiffer le but de Papy. Alors, je suppose qu'on parle du penalty de Ibrahimovic, qui est le joueur le plus vieux qui ait jamais marqué en Serie A, à 41 ans et je sais plus trop quel âge. Mais j'ai pas kiffé malheureusement parce que en fait Milan est dans un trou, hein, on en parlait tout à l'heure, et Milan a perdu contre l'Udinese de façon totalement logique. Cette équipe est apathique, alors Pioli a dit qu'il avait mal préparé l'équipe et c'était sa faute. Je sais pas si c'est sa faute, c'est pas sa faute. Ce Milan, il est vraiment trop irrégulier cette année. Je sais pas comment est-ce qu'on s'est débrouillé pour rester encore 4e de Serie A, parce qu'en fait tout le monde a perdu derrière. Enfin, l'Atalanta a gagné, mais ils sont loin. Et la Roma s'est trouée, donc la Lazio nous a rendu service. L'Inter a perdu, donc en fait on reste un peu dans ce groupe de 4. Mais toujours à un point, ou en tous les cas même à la différence de but avec la Roma. Donc non, j'ai pas kiffé malheureusement, parce que quand Milan perd, j'ai beaucoup de mal à kiffer quoi que ce soit, je dois t'avouer. Alors en tous les cas, au Milan, après, à côté de ça, heureusement le foot, il y a autre chose que Milan, mais j'ai beaucoup de mal à kiffer. Donc voilà, donc écoute, je suis content qu'il soit revenu, mais j'aurais bien aimé qu'on gagne, quoi. C'est surtout ça qui m'importe. Donc voilà. On verra bien, et puis voilà, et puis on va passer au dernier sujet, hein. On va revenir, même si on a déjà dépassé un petit peu l'heure, mais
tableau des quarts de finale de Ligue des Champions, donc tout a été tiré, les 3 clubs italiens du même côté avec le Benfica, et de l'autre côté un choc stratosphérique entre le Bayern et Manchester City qui sont probablement 2 des 3 favoris de la Champions. Donc c'est vraiment spectaculaire ce qui va se passer. Et puis de l'autre côté, le Real qui rencontre Chelsea, comme l'année dernière. Chelsea qui avait sérieusement bougé le Real, mais qui n'était pas la même équipe que cette année, parce que cette année c'est plus compliqué quand même. Donc je sais pas trop ce que va donner ce Real-Chelsea. Attention à Chelsea, je les vois bien éliminer le Real. Bah écoute, on verra. Ça sent le Naples-Benfica quand tu vois le milieu du Milan et de l'Inter. J'anticipe déjà le dernier sujet. Ouais, non, mais t'as raison. Bah écoute, oui. Comment dire, encore une fois, je parle de culture club. Milan a comme directeur du football quelqu'un qui a gagné 5 fois la Ligue des Champions. Certainement à Milanello, le magasinier, le mec qui t'ouvre la porte, le jardinier qui tond la pelouse, ce sont des gens en fait qui ont vécu de nombreux quarts, demi, finales de Ligue des Champions. Donc en fait, en gros, à Milan, tout le monde sait se comporter pendant ces matchs-là, pendant ces moments-là d'une saison. Donc ça, c'est l'avantage du Milan, vraiment. Et d'ailleurs, Spalletti l'a dit, hein, le Milan, c'est la Ligue des Champions. Donc c'est normal qu'ils disent pour lui que Milan a un avantage dans la préparation. Après, très clairement, dans le jeu, Naples, et je le dis depuis le début de saison, c'est la meilleure équipe d'Europe, probablement, avec Manchester City, je pense. Et donc effectivement, très clairement, au niveau technico-tactique, Naples est très au-dessus du Milan. Donc, je sais pas ce qui va se passer, mais avec le Milan, en Ligue des Champions, il y a des fois des choses magiques qui se passent. J'en ai vécu pendant ces 35 dernières années. Des choses où on devait pas être là, où on était vieux, où on devait pas avoir la réussite qu'on a eue, et pourtant on l'a eu. On est un peu un club comme Liverpool, où en fait c'est pas parce que on est les outsiders qu'on n'est pas capable de gagner, ou même comme le Real. Je pense que Milan, le Real, Liverpool, c'est ces 3 clubs qui se ressemblent. Et même si bien sûr le Real est incontestablement le roi du monde, le roi d'Europe, mais ça change pas que ces 3 clubs qui se ressemblent, qui ont une culture tellement ancrée en eux de la Ligue des Champions, que dès que vous les rencontrez, en fait, vous pouvez pas être sûr à 100% qu'ils vont pas passer. C'est un peu magique, c'est une espèce d'aura magique de ces clubs, et Milan, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas montré, mais j'espère bien qu'ils vont le montrer là. Donc voilà. Donc j'ai un tout petit espoir, je donne 20% de chance pour le Milan, 80% pour Napoli, mais oui, effectivement, voilà, 20% de chance quand même. Et puis de l'autre côté, l'Inter c'est une équipe solide, commence à avoir l'expérience en Europe, mais le Benfica aussi, parce que le Benfica était encore en quart de finale l'année dernière, et je trouve que cette année ils ont un jeu incroyable. Donc moi je pense sincèrement que Benfica-Naples, ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être ça la demi-finale. Après, si j'ai une demi-finale Milan-Inter, mais là, déjà, je serai au stade, hein, je serai à San Siro, ça c'est sûr. Et après, là, je vais pas y aller pour Naples, parce que bon, Naples, je les vois jouer, et puis Naples, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est une bonne équipe, Naples, j'aime beaucoup Naples, mais c'est pas un grand d'Europe, donc c'est pas du tout un match qui va me faire lever de ma chaise. Enfin, devant ma télé, oui, mais j'irai pas à San Siro pour ça. En revanche, un Milan-Inter en demi-finale de Ligue des Champions, là, oui, je pense quand même que c'est le summum pour un supporter milanais, donc voilà. Je pense, avec un Milan-Real. Voilà. Mais malheureusement, le Real est de l'autre côté. Chelsea peut faire une surprise, peut-être. C'est possible contre le Real. Le Real, comme on l'a dit, hein, est dans un trou un peu, là. Ils sont sur 5 défaites d'affilée, voire même 6 avec la Coupe du Roi. Enfin, pas 5 défaites d'affilée. 6 matchs en victoire. Et 3 ou 4 défaites sur ces 6 matchs. Donc c'est quand même, ils sont quand même pas bien. Donc voilà, Benzema est pas au sommet, loin de là. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Après, c'est le Real. Hein. On sait jamais ce qui peut se passer en quart de finale de Ligue des Champions avec le Real. Mais Chelsea, intrinsèquement, ils ont les moyens de bouger n'importe qui au monde. Hein, très clairement. Maintenant, ça prend pas pour l'instant. Tout le monde voit une finale Naples-Real depuis le tirage complet sur Twitter. Ouais,
probable, mais faut pas sous-estimer le Bayern Manchester City, hein. Parce que le Bayern Manchester City, il y a quand même de très grandes chances que le vainqueur se trouve dans ce match-là. Le vainqueur de la Ligue des Champions se trouve dans ce match-là. Donc voilà. Donc, je sais pas. Ça va être en tous les cas très indécis. De l'autre côté, c'est vraiment la guerre des étoiles. On a limite l'impression que ce tirage au sort, il est fait exprès pour essayer de tuer dans l'œuf la Super League, en fait. Voilà ce que ça m'a fait penser. Je ne sais pas si vous aussi vous vous êtes posé la question, mais en fait, j'ai l'impression que, vous savez, de temps en temps... Enfin, je sais pas, hein, peut-être pas, hein, peut-être que les tirages au sort sont pas arrangés, mais moi je me suis dit c'est quand même fantastique que les 4 équipes latines se retrouvent de l'autre côté, enfin bon il y en a 5 en l'occurrence, mais que les 4 équipes latines se retrouvent de l'autre côté, les 4 un petit peu outsiders se retrouvent tous ensemble, comme ça ils sont sûrs d'avoir un outsider en finale, et de l'autre côté tous les favoris se retrouvent tous ensemble, ce fait qu'ils sont quasi sûrs d'avoir un favori en finale, et je pense que Ceferin aura beau jeu de dire bah vous voyez finalement... tout le monde dit que le championnat d'Angleterre écrase tout, qu'il faut la Super League, etc. Mais regardez, la finale, c'était, je sais pas, Real Milan, ou Manchester City Inter, ou Bayern Naples, ou Chelsea Benfica. Donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu un espèce de... Ouais, je sais pas. Je me demande comment a été fait le tirage au sort. Donc voilà. Bon, en tous les cas, moi je suis super excité de ces quarts de finale. Je suis super content déjà d'être quasi certain, pardon, d'avoir une équipe italienne en demi-finale, 3 en quart de finale. Donc franchement, c'est top. Moi je suis super content pour le championnat d'Italie. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un one-shot. Et puis j'aimerais bien qu'il y ait une équipe en finale, une équipe italienne en finale de Ligue des Champions, et que voilà, et que pourquoi pas faire une grosse surprise, quoi. Donc voilà. Écoutez, ça a été un plaisir de passer ces 30 minutes avec vous. 30, un petit peu plus d'ailleurs, un petit peu plus de 30 minutes. On se retrouve jeudi pour discuter un petit peu football. Alors peut-être des thèmes un petit peu plus larges, vu que c'est trêve internationale pendant 2 semaines. Donc probablement qu'on va discuter de thèmes plus généraux sur le foot. Je vais essayer de me trouver ça. Si jamais vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter ou sur Instagram ou bien même via Twitch. Donc voilà. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, en tous les cas, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.